Bienvenue sur Info 83 dans le cadre des municipales à la Seine-sur-Mer. On approche du premier tour, c'est dans une douzaine de jours. Nous recevons aujourd'hui Marc Villemot qui est donc le candidat maire. Je préfère candidat maire à maire sortant. Vous aussi ? Bah oui, parce que sortant, ça annonce la sortie. Voilà, très exactement, faut être pragmatique et vous êtes candidat maire, effectivement, à votre propre succession, co-candidat avec Cécile Jourda, hein, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, oui. Énergie positive, c'est votre liste. Alors avant de revenir sur les 30 engagements que vous avez communiqués aux Seinoises et aux Seinois pour votre campagne, il y a eu un sondage le 18 février pour un sondage IFOP fiducial Sud Radio pour Var Matin qui vous donne donc en tête à 24 points, devant Nathalie Biquet 23 points, Dorian Munoz 17 points et Luc Patentreger 16 points. Je suppose que c'est une cartographie qui vous va ? Oui, vous savez, un sondage n'est jamais qu'un sondage. On sait que lorsqu'il est réalisé sur, de mémoire, 600 électeurs, les marges d'erreur sont de plus de 3% en plus ou en moins. Ça donne une indication, en effet, que selon laquelle le socle que nous connaissions déjà lors des dernières élections de personnes plutôt enclines à soutenir un projet des gauches, de l'écologie, du régionalisme, ce socle-là existe toujours. Voilà. Mais vous êtes, c'est de la modestie là, vous êtes quand même plutôt satisfait, on va dire, d'être en tête pour un troisième mandat qui se profile, en tout cas si les électeurs le décident. Les choses ne sont pas gagnées d'avance, jamais. Non, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense que en promouvant notre projet et en nous appuyant sur un bilan qui est pas inintéressant du tout, malgré les difficultés que toute collectivité rencontre, on a en effet la possibilité de prolonger ce qu'on a pu mettre en œuvre. Alors justement, vous parlez de bilan parce que pour vous, une candidature, c'est un peu, en tant que maire en poste, c'est un peu un bilan. Hein, au bout de 2 mandats, vos adversaires n'oublient pas de vous le faire remarquer d'ailleurs. Ce qu'il en ressort, c'est des annonces, mais rien de concret. Exemple, la corniche de Tamaris, la réhabilitation, les ateliers mécaniques avec une décision, encore une fois, qui va contre ce projet. Oui, enfin, certes, il n'y a pas de réalisation très visible à ce jour sur la corniche de Tamaris. Faut quand même ne pas oublier que, en attendant de disposer, grâce à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, des moyens qui sont désormais inscrits sur une démarche pluriannuelle à hauteur d'environ 40 millions d'euros, dont 3 millions d'euros dédiés dès 2020 au début d'un premier tronçon de réhabilitation. En attendant, on n'a pas perdu notre temps et on a refait tout ce qui ne se voit pas, les réseaux d'assainissement, de pluvial, l'adduction de l'eau potable, ainsi même que l'installation de la fibre pour le haut débit d'Internet. Donc ça, c'est en dessous. Ce qui est une réalité s'agissant de la corniche, c'est qu'aujourd'hui, avec le transfert des compétences à la métropole, avec les relations utiles de solidarité que nous avons avec nos 11 autres communes voisines, aujourd'hui, 40 millions d'euros à peu près, sont dédiés à ce projet qui va enfin pouvoir être réalisé. Ça fait 40 ans que la ville se heurte à la difficulté budgétaire pour ce gros investissement qui est pour autant absolument nécessaire, à la fois aux fonctionnalités urbaines, aux mobilités, mais également à la valorisation de l'image de notre patrimoine littoral et donc à l'activité économique qui va avec. Quant à l'atelier mécanique, c'est une décision, en effet, effectivement, ça fait de la 30 ans Confédération aussi d'environnement. qu'on attend de pouvoir déboucher sur la valorisation de cet espace patrimonial industriel, et je crois que tous mes concitoyens de la Seine ne peuvent pas ignorer que pour ce qui concerne le projet lancé en 2009-2010 à peu près, une association seinoise met des bâtons dans les roues régulièrement, c'est son droit, elle a une vocation à s'assurer que les choses, notamment d'un point de vue environnemental, se font correctement. Il n'empêche que, après avoir contesté le permis de construire une première fois devant le tribunal administratif, où elle a été déboutée sur l'ensemble des sujets qui étaient soulevés, puis avoir saisi la cour administrative d'appel de Marseille sur les mêmes sujets, elle a de nouveau été déboutée. Elle vient en effet de saisir en troisième instance la plus haute juridiction administrative qui est le Conseil d'État. Et en effet, on doit être conscient que peut-être que les opérateurs qui sont
pour l'instant passionnés par le projet, risquent à bout d'un moment de se lasser. Ce qui est opposé, c'est que le projet ne paraît pas cohérent, notamment avec ces 100 places de parking, pour autant d'activités et de personnel déjà. Voilà, c'est une des oppositions qui est faite. Oui, qui a été d'ailleurs rejetée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, et qui, de toute façon, était la première des conditions pour obtenir, s'agissant du cinéma, de la commission départementale d'aménagement commercial, puis de la commission nationale, la possibilité de continuer le projet. Donc cet argument n'est pas recevable. Ce projet, en tout cas, vous y tenez, et si vous êtes réélu, il se fera. Ce projet doit se faire. J'espère qu'il se fera, bien évidemment. C'est important pour la Seine. Et je crois surtout que les Seinois l'attendent. Nous sommes, je le répète une nouvelle fois, la seule commune de France de plus de 50 000 habitants à ne pas disposer d'une salle de cinéma. De surcroît, ce n'est pas qu'un projet de complexe cinématographique, c'est un projet qui prévoit aussi la réalisation de 2 hôtels de 2 niveaux de gamme différents. Nous en avons besoin pour le soutien à notre activité touristique, nous en avons besoin également pour les opérateurs économiques, et notamment ceux du Technopôle de la mer, qui aujourd'hui ont besoin des échanges avec leurs partenaires économiques. Et enfin, c'est aussi la valorisation d'un élément de patrimoine. Je rappelle que la structure métallique de l'atelier mécanique est une structure qui a été réalisée par la société Eiffel, et que donc il faut pouvoir la mettre en valeur. Tout à l'heure, vous avez évoqué, alors on ne peut pas ne pas l'évoquer, puisqu'aujourd'hui, dans la gestion d'une commune, la métropole est de plus en plus présente. Vous êtes satisfait de ce que la métropole fait pour la Seine, de ce que fait Hubert Falco pour la Seine-sur-Mer? Vous ne souhaitez pas un peu plus plus d'implication? Vous avez demandé, je crois, un peu plus d'allant de la part du maire de la ville, du maire de Toulon, pardon, et du président de la métropole, Hubert Falco. En fait, est-ce que la Seine-sur-Mer ne fait pas figure de parent pauvre de cette métropole? C'est faux. C'est totalement faux, bien que certains, je l'entends, s'en plaignent, c'est tout à fait inexact. La réalité est que l'ensemble des communes de la métropole sont correctement accompagnées par la métropole. Quand j'évoque la nécessité d'un petit peu plus d'allant, il s'agit de gestion budgétaire. Je pense que avec l'excellente santé de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée du point de vue financier, avec notamment une durée nécessaire à son désendettement qui est très faible, de l'ordre de 3-4 années de mémoire, il est possible de souscrire des emprunts, et il est possible d'avancer peut-être plus vite que nous ne le faisons collectivement aujourd'hui sur des investissements structurants, et je pense en particulier au transport en commun en site propre. Il est possible, mais pour l'instant, la métropole ne le fait pas. La métropole ne le fait pas pour d'autres raisons aussi. Il n'y a notamment pas eu désignation d'une autorité environnementale permettant de faire avancer le projet. Mais je pense qu'on peut, et d'ailleurs la métropole vient de le prouver, en attendant, on vient d'acquérir 103 bus propres, dont une partie qui sont totalement électriques, une partie qui sont hybrides et d'autres qui sont au gaz. On contribue par ce biais-là au développement soutenable et durable de notre territoire, et on favorise les mobilités, et notamment les mobilités bien sûr vers le loisir, mais également les mobilités vers les déplacements domicile-travail. C'est une démarche vertueuse. Je pense très honnêtement que la métropole pourrait se lâcher un petit peu plus du point de vue budgétaire, justement parce qu'elle est super bien gérée. L'appel est lancé. On a parlé de bilan tout à l'heure. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Vous défendez une gestion au bon père de famille, une gestion rigoureuse. C'est ce que vous dites. Ma gestion est rigoureuse. On y va piano mais sano. Oui. Alors je tiens à faire remarquer que je qualifie cette gestion de rigoureuse et non pas de gestion de rigueur. Parce que malgré les efforts considérables que nous avons dû faire, moi, vous savez, je suis un ardent défenseur du service public parce que il est un des vecteurs, probablement le service public local en particulier, un des vecteurs de la compensation des inégalités sociales et économiques que vivent nos concitoyens. Et la Seine, c'est peut-être plus que d'autres communes de quoi elle parle lorsqu'elle parle d'inégalités. Pour autant, le service public, il faut disposer des moyens de le maintenir et de le développer. Et c'est vrai que pour pouvoir se débrouiller dans une situation que nous avons découverte il y a 12 ans très compliquée, et je répète une nouvelle fois. D'ailleurs, vous ne blâmez pas votre prédécesseur. C'est exactement ce que j'allais dire. Je lis dans vos pensées. Il a réalisé des investissements qui étaient structurants, importants pour sortir la Seine de la situation de perte de sens qui était la Seine
depuis la sienne depuis la fermeture des chantiers navals. Il a donc fallu qu'il emprunte énormément. On était à presque 160 millions d'euros lorsque nous avons été élus. Il ne pouvait pas prévoir la crise financière mondiale de 2008. Et évidemment, nous avons beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à gérer cet endettement qu'il ne pouvait l'avoir à l'époque. Donc je ne le blâme pas. Pour autant, nous le gérons, cet endettement, puisque nous avons diminué à peu près de 150 et quelques millions d'euros à environ 120 millions d'euros, donc à peu près 30 millions d'euros en moins d'endettement. Nous avons réduit de 99 années le temps nécessaire à notre désendettement à 11,3 années aujourd'hui. Nous avons ramené nos dépenses de fonctionnement des services en 2018 au niveau où elles étaient en 2002. Alors même que nous avons eu 14% d'habitants en plus. Oui, ça c'est une gestion rigoureuse. Malgré tout, c'est une gestion qui est difficile à conduire, d'autant plus difficile à conduire que, comme toutes les collectivités, la Seine se trouve en butte aux misères que lui fait l'État avec la baisse ou la stagnation des dotations publiques d'État. Alors, les 30 engagements avec une première mesure, parce que ça vous y tenez, je crois. Une première mesure, c'est un coup d'accélérateur que vous souhaitez donner à la démocratie participative, avec l'élaboration notamment du budget avec les Seinois dès que vous serez réélu, si vous êtes réélu. Oui, alors les commentateurs, la presse demande souvent aux candidats, quelle sera votre première mesure. Alors je pense que mes 7 concurrents sont pas exactement dans la même configuration que celle dans laquelle je me trouve, puisque pour moi, la démarche est une démarche de continuation, de prolongation, peut-être de réorientation en fonction des réalités d'aujourd'hui, mais il n'y a pas véritablement dans ma tête une première mesure autre que celle qui est juste dictée par le calendrier. Et le calendrier stipule que le premier acte qui doit être posé au lendemain d'une élection communale, c'est le vote du budget. Le vote du budget annuel, celui de 2020 de la commune. Eh bien, notre parti pris est justement d'utiliser comme première mesure ce vote du budget, avec 2 choses très simples. L'installation de ce que nous avons proposé, qui est un conseil environnemental et humain consultatif, une sorte de conseil économique, social et environnemental à l'échelle communale, s'appuyant sur toutes les démarches de démocratie participative qui déjà existent, que nous avons créées, que nous avons impulsées, que nous avons fait vivre, qui sont celles des conseils citoyens, des conseils de quartier, des comités d'usagers, les relations que nous avons avec les comités d'intérêt local, tout ça dans une démarche regroupant à la fois des citoyens volontaires, des acteurs associatifs, des acteurs économiques, pour accompagner la démarche portée par les élus et les cadres et les agents du service communal. Le premier acte sur lequel nous pouvons avancer là-dessus, c'est l'élaboration du budget de l'année avec, pour la première fois, l'intégration de budgets participatifs par quartier et par thématique. Et c'est ce que vous mettrez en place, donc, dès que vous serez réélu. Si vous êtes réélu, vous regardez ce que disent les candidats concurrents. Alors vous dites, il y aura pas de pont, il y aura pas de passerelle, donc c'est un petit clin d'œil, même plus qu'un clin d'œil, adressé à Nathalie Biquet et à Serge Daninos. Pas de paillettes, c'est ce que vous dites, c'est du concret. Alors, dans les mesures, et puisque vous regardez donc les programmes des candidats concurrents, il y a notamment concernant la sécurité, l'augmentation des effectifs de police municipale. Et vous dites non, vous n'êtes pas forcément d'accord. Et vous l'avez exprimé d'ailleurs hier soir lors d'un petit meeting qui se situait donc aux Sablettes, je crois que c'était à l'établissement Le Miramar. On le cite quand même, un peu de publicité. On écoute cet extrait. Certains disent qu'ils vont en créer une vingtaine ou une trentaine. Il faudra dire ce qu'on n'achète pas avec les sous qu'on mettra là-dedans. D'autant que la direction départementale de la sécurité publique nous dit qu'on en a assez. La direction départementale, le préfet nous a demandé de ne plus faire fonctionner. Le préfet nous a demandé de ne plus faire fonctionner la police municipale 24 heures sur 24. Il nous dit ça ne sert à rien. La police nationale est suffisante à partir de minuit en période d'hiver, de printemps et d'automne, et à partir de 2 heures du matin en période de tourisme estival. Gardez vos ressources, me dit-il. Ce qui nous arrange mieux, nous, c'est que vous puissiez démultiplier la présence des policiers municipaux à des heures où c'est indispensable.
et qui ne sont pas forcément des heures fixes, parce qu'elles sont en fonction des saisons aussi. Les commerçants, quand ils sortent de chez eux, déjà que c'est pas fastoche de gagner sa vie, si en plus ils se font braquer la mallette avec la recette de la journée, oui, il y en a besoin dans le centre-ville aux heures de fin d'après-midi. Fin d'après-midi, début de soirée. Oui, il y en a besoin les week-ends, à d'autres endroits, ici en particulier. Et donc utilisez votre potentiel, non pas de façon linéaire, mais si les économies d'heures travaillées que vous faites la nuit, vous allez pouvoir les réinstaller et les réutiliser à d'autres moments. Ça, on l'a déjà fait. Voilà, donc selon les autorités, hein, la police nationale, le préfet, n'est pas utile d'avoir plus de policiers municipaux à la Seine. Alors, il est bien sûr toujours utile de pouvoir disposer de plus de ressources humaines pour garantir la tranquillité publique, pour assurer la sécurité. Mais évidemment, lorsque je lis dans les projets de certains de mes concurrents leur volonté de passer de 52 aujourd'hui à 70 policiers municipaux, je sais simplement faire le calcul des salaires et cotisations sociales, et je sais que ça représente à peu près 1 million d'euros annuels. C'est un parti pris à avoir. Il faut à ce moment-là dire ce que on ne veut plus faire fonctionner comme autre service public. Mais le problème n'est pas qu'un problème budgétaire. En effet, j'entends également qu'il faut faire fonctionner la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas ce que nous disent les représentants de l'État, qui a quand même la compétence régalienne en matière de sécurité. Il y avait antérieurement, au début de notre mandat, pendant quelques années, un fonctionnement 24 heures sur 24. Simplement, les pros, ceux de l'État, nous disent finalement, nous on préférerait que vous puissiez utiliser ce potentiel humain de façon différenciée, et notamment, par exemple, en fin d'après-midi, dans le centre-ville, qui peut être un moment où l'insécurité avec la tombée de la nuit pourrait apparaître, ou un sentiment en tout cas d'insécurité peut apparaître. Utilisons de façon différenciée, on met plus de policiers à tel moment, les week-ends également, dans les endroits de loisirs, plutôt que d'avoir, au-delà de minuit en période hivernale et au-delà de 2 heures du matin, des policiers, municipaux, alors même que la police nationale nous dit que ses propres ressources sont suffisantes. Alors oui, vous justifiez effectivement ce contre-argument qui est, qui est un argument lui-même. Marc Villemot, malheureusement, on n'a pas le temps de revenir sur les 30 engagements. En tout cas, on peut les retrouver dans ce petit journal que vous avez d'ailleurs fait avec toute votre équipe. Voilà, votre blog également, marcvillemot.fr, qui est très riche, très fourni en informations. Si vous voulez retrouver donc le programme de Énergie Positive, la liste de Marc Villemot, maire candidat donc à sa succession. Merci d'avoir répondu à ces questions, Marc Villemot, et à très vite sur Info 83. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis.